Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je me rends dans un lieu de mémoire appelé le camp de Gurs. Le camp de Gurs fut fondé par la France en 42 jours dans les Pyrénées-Atlantiques. Et pour comprendre sa parution, il faut remonter à la guerre d'Espagne. En 1930, l'Espagne sort de la dictature de Primo de Rivera. En 1931, la République d'Espagne est mise en place, après l'opposition du peuple au retour de l'ancien roi. Dès 1934, de vives tensions ont lieu entre partis politiques. Et c'est en 1936 qu'un complot impliquant plusieurs généraux, dont Franco, vise à prendre le contrôle de la République et mènera une insurrection militaire. Franco lance ses troupes du Maroc vers Madrid, mais le coup d'État prévu échoue, mais parvient tout de même à diviser le pays en deux. La guerre d'Espagne commence. Le 26 janvier 1939, les troupes nationalistes entrent dans Barcelone et entraînent la chute de la République. Survint alors la retirada. La répression franquiste pousse les républicains à fuir l'Espagne. Cet immense exode de combattants, de femmes et d'enfants touche près d'un demi-million de personnes. La France dut construire à la hâte plusieurs camps, appelés centres d'accueil, qui n'en avaient que le nom, pour accueillir le flot de réfugiés. À la fin de la guerre civile, il y a eu la retirada, c'est-à-dire la retraite des Bouches de l'Èbre jusqu'à la frontière des Pyrénées-Orientales, 300 km à peu près. L'armée républicaine fait retraite en se battant, en retardant les poursuivants, l'armée insurgée et ses amis. Elle fait retraite avec des milliers et des milliers de civils, tous mitraillés évidemment par les avions allemands et italiens qui avaient une seule cible, facile à atteindre, une cohorte de gens sur une route. Fin janvier 1939, début février 1939, 500 000 républicains espagnols, hommes, femmes et enfants, passent la frontière. Les hommes sont immédiatement dirigés vers les plages de Roussillon, sur la droite, Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, Le Barcarès, Agde. Et les femmes et les enfants, nous sommes, je dis nous puisque j'y étais avec ma mère et mon frère aîné. Moi j'avais 3 ans, pas tout à fait, mon frère il en avait 10. Et on nous dirige, on a passé la frontière à Bourg-Madame. On a rempli un train avec ces réfugiés espagnols et leurs enfants et que l'on déposait tout le long de la côte atlantique. Et nous, on nous a fait descendre à Lémat, la petite commune des Charentes-Maritimes où se trouve la plage de la Palmyre qui est assez connue maintenant. Et donc, le gouvernement français fait des camps partout et il se dit, voyons, il y a dans l'armée républicaine, il y a des Basques, de Euskadi. Le terme basque combattant, c'est Goudari, les Goudari de Euskadi. On va les mettre, se dit le gouvernement français, on va les mettre au Pays Basque français. Mais le Pays Basque français, portion du département qui à l'époque s'appelait Basse-Pyrénées, avait un député, M. Ibarne-Garay, extrême droite, qui a présenté les républicains espagnols comme de mauvaises gens, des violeurs, des incendiaires, des assassins, remplis de microbes et qui allaient diffuser des maladies en plus. Bref, aucune localité, grande ou petite, du Pays Basque français n'en a voulu. Et le député-maire radical socialiste d'Oloron Sainte-Marie, M. Mendiondo, qui par la suite d'ailleurs n'a pas voté en faveur de Pétain. Bref, le député-maire d'Oloron Sainte-Marie, M. Mendiondo, se dit, voyons, nous avons une lande à Gurs, lande avec un terrain assez argileux, impropre à la culture. On peut très bien faire un camp à Gurs. La lande fait 2 km de long, 400 mètres de large. On peut installer un camp. Donc le camp de Gurs, initialement, a été fait pour interner les Basques républicains d'Euskadi. C'est le camp des Basques. Il avait 20 000 places. Ça en faisait la 3e localité du département. Pau, préfecture, Bayonne, sous-préfecture et le camp de Gurs. 20 000 internés au camp de Gurs dans 480 baraques à peu près, chacune contenant 60 internés. Nous allons en visiter une, elle a été reconstituée. Le 2 avril 1939, date d'ouverture du camp de Gurs, qui a duré jusqu'au 31 décembre 1945. Ça en fait
le plus grand des camps français, 20 000 places, celui qui a duré le plus longtemps, 2 avril 39, 31 décembre 45, et c'est celui qui a le plus grand cimetière, 1072 tombes. L'entrée en guerre en septembre 1939 s'accompagne d'une extension de l'internement administratif concernant les ressortissants allemands des territoires occupés par le Reich, y compris ceux qui avaient pourtant fui le nazisme, ainsi que les membres du Parti communiste français, interdit par le gouvernement Daladier le 26 septembre 1939. Il y a eu 54 nationalités représentées au camp de Gurs. Alors, les Juifs de Bade sont arrivés le 24 octobre 1940. Les Espagnols rentrent le 2 avril. La Deuxième Guerre mondiale éclate le 2 septembre 1939. L'armée qui gardait le camp part à la frontière. On embauche des gardiens et quelques gardiens. La France est vaincue en 6 semaines. C'est un traumatisme dans la population française, on peut l'imaginer. Donc, le gouvernement de la Troisième République française, voyant l'arrivée des Allemands sur Paris, se réfugie à Bordeaux et demande à tous les étrangers réfugiés à Paris de se présenter, les hommes au stade Buffalo, les femmes au vélodrome d'hiver. Déjà le vélodrome d'hiver au printemps 40. Les femmes vont au vélodrome pour un recensement, on ne leur demande pas leur avis, on les prend, on les met dans un train, elles arrivent à la gare de Laurent-Sainte-Marie, on les met dans des camions et elles rentrent dans les baraques du camp de Gurs en avril 1940. Et alors ça c'est la période dite des indésirables. La période espagnole, elle était terminée. Compte tenu du fait que tous les Français étaient partis à l'armée, ils étaient mobilisés, il y avait des postes de travail partout en France, ce qui fait que les internés du camp de Gurs, eh bien, on les a mis à travailler dans les usines qui avaient perdu des ouvriers, on les a mis à travailler dans les montagnes d'Aspe et Ossau, pas loin ici, dans les coupes de bois, etc. Donc le camp était pratiquement vide. C'est pour ça que la période espagnole se termine là. Arrivent ces femmes réfugiées en France, qualifiées d'indésirables dans l'économie française, donc on les met au camp de Gurs. Mais les Allemands s'approchent, le camp de Gurs il a toujours été en zone dite libre, gérée par le maréchal Pétain depuis Vichy. La ligne de démarcation était à 20 ou 25 km là, à Orthez. Et c'était la zone occupée, gérée immédiatement par l'armée allemande, occupée par les Allemands. Alors, le directeur du camp, qui était encore un militaire, le colonel, ou capitaine, je ne sais pas, enfin, d'Avergne, qui par la suite a rejoint la résistance, dit, écoutez, les Allemands arrivent, que tous ceux qui veulent partir s'en aillent. Alors, beaucoup de ces brigadistes sont partis, enfin, tous ceux qui ont voulu sont partis. Et certaines personnes, eh bien, elles sont restées en se disant, voyons, on est en France, c'est le pays des droits de l'homme, on va être bien traité, on reste. Et là, le piège s'est refermé, après elles n'ont plus pu partir et elles ont subi la vie très difficile, catastrophique du camp de Gurs. Alors les volontaires des brigades internationales, alors moi quand je parle d'eux avec les visiteurs, je suis toujours très ému parce que voilà des gens, les seuls qui sont venus défendre la République espagnole. C'est les seuls. La guerre d'Espagne a démarré le 18 juillet 1936. Les démocraties n'ont pas voulu l'aider, c'est le pacte de non-intervention. On a dit c'est une affaire civile entre Espagnols qui se débrouillent, mais les dictateurs déjà au pouvoir en Europe ont bien compris que pour eux, c'était une occasion d'agrandir leur domaine d'influence. Heureusement, la République espagnole a reçu l'aide de 40 ou 45 000 brigadistes internationaux venus du monde entier. Tous les aviateurs de l'armée républicaine ont été internés à Gurs. Alors ces aviateurs espagnols, ils avaient 19-20 ans et ils se battaient contre des pilotes aguerris italiens et allemands. Et pour apprendre à être pilote de chasse, on les envoyait en Ukraine, qui à l'époque faisait partie de l'URSS.
ils partaient par la mer du Nord et ils revenaient par la Méditerranée. Alors leur formation était ultra rapide parce que sur Madrid, le ciel de Madrid flambait. Il était parcouru par les avions allemands et italiens qui bombardaient, qui mitraillaient, quoi. Donc il fallait vite que ces pilotes républicains rentrent vite d'Urs. La guerre était là, quoi. On ne pouvait pas traîner. Quoi. Arrivent des juifs allemands du pays de Bade, du Palatinat et de la Sambre. Des juifs allemands à Gurs, à 1200 km de chez eux, j'arrive à rien. Pourquoi? Donc Hitler avait promis de vider l'Europe des juifs. Et donc, il a voulu envoyer tous les juifs et tous les gitans à Madagascar. Bon, ils allaient périr également, mais loin de l'Europe, on ne saurait pas tout, on pourrait parler, je pense, d'épidémie, etc. Bon, bref, c'est l'opération Madagascar. Les juifs allemands ont été envoyés à Gurs, compte tenu de sa proximité avec le port de Bayonne. Bon, ça n'a pas pu se faire, donc ces malheureux juifs ont été déportés 2 fois, Pays de Bade, Gurs, et Gurs, Auschwitz. Voilà l'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les camps français ont été gardés et administrés par des Français. Aucun Allemand n'a jamais été distrait du front. Pour s'occuper du camp. D'accord. Les camps, c'est les Français et les Allemands à la guerre. Au camp de Gurs, les internés n'avaient rien à faire. Ce qui fait que très vite, et notamment grâce aux brigadistes internationaux, des gens très politisés, très structurés, il y a eu beaucoup d'activités intellectuelles. Dès que les brigadistes sont arrivés, ils ont dit, dans chaque îlot, il y en avait 13, il faut une baraque de la culture. Pour des conférences, des leçons, alors leçons de maths, de géo, de politique, tout ce qu'on peut imaginer, de langue, etc., etc. Donc, et il y avait aussi parmi les internés des artistes réputés, allemands, autrichiens, tchèques, français, espagnols. J'en ai connu un à Oloron, moi. Bref, alors, ces internés-là ont dessiné des scènes du camp. Ils voulaient que l'on sache à l'extérieur ce qui se passait, quoi. Mais lorsque les déportations ont commencé, alors là, tout s'est arrêté. Parce que quelquefois, ils avaient fait des soirées, notamment pour Noël, on leur avait prêté des instruments, de l'oreille, de peau, et puis il y avait des artistes, violon, piano, etc. On avait prêté un piano, violon, etc., etc. Bon, il y avait des soirées, il y a eu une petite troupe de théâtre, les basques ont composé et chanté des chorales. Bon, ouais. Mais tout s'est arrêté quand l'été 42, le directeur du camp organise 2 déportations. Lui, il organise depuis Gurs, autorité française, il organise 2 déportations. Il y en a eu 4 autres, en 43 et 44, organisées par les Allemands. Mais les 2 premières, par les Français. Bon. Et alors après, toute cette activité artistique, culturelle, tout s'est arrêté. Tout le monde vivait dans l'angoisse, pourvu que je ne sois pas sur la prochaine liste. Parce que, je répète, ils sont partis, personne n'a écrit. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'était la terreur. Après, ils ont vécu dans la terreur, dans l'angoisse de partir. Cette jeune trentenaire, infirmière suisse qui était dans les brigades internationales en Espagne, et puis qui s'est fait nommer à Gurs parce qu'elle a su qu'il y avait des enfants. Alors elle était là, envoyée par la Croix-Rouge suisse, et elle s'est occupée de tout le monde, elle a fait tout le bien qu'elle a pu. Et on l'a appelé l'ange de Gurs. Il est arrivé à Gurs 567 enfants. On en a sauvé 413. Alors imaginez, chaque interné avait ça. Ça c'est l'espace vital de l'interné. Si vous avez un sac de paille, je répète, rempli une fois là, sac de paille, la tête là-bas, les pieds ici, en face pareil. Bon, il y avait des volets. Les gens, ils étaient les uns contre les autres. Alors, c'est très difficile de vivre à 60 tout le temps. Je répète que le climat était très très pluvieux. Ils passaient des jours et des jours sans sortir. Ils pouvaient sortir de la baraque, mais ils ne pouvaient pas sortir de l'îlot.
C'était à l'extérieur. Ouais. Il y avait ces, comment dirais-je, ces abreuvoirs pour les animaux là, avec un robinet tous les 50 cm. Alors, on se lave, alors il y a de l'eau de 10 h à midi, après il n'y en a plus. Alors il faut vite se dépêcher. Ce qui fait que si on veut faire une toilette un petit peu conséquente, une jeune femme ou une vieille dame, elles partent à 4 ou 5. Il y en a 4 qui entourent celles qui se déshabillent et qui se lavent. Après elles se remplacent en fait des conditions de vie épouvantables. Alors donc voilà, 60 personnes. Le linge est sale, ils sont sales, les rats et les souris courent partout. J'ai mon copain, il habite Pau, il est toujours vivant. Il raconte que la nuit, par exemple, on entend par exemple « Aïe, aïe !» quelqu'un qui crie. C'est un rat qui lui a mordu l'oreille ou le nez. Voilà. La baraque n'était pas étanche. Le bois, je l'ai déjà dit, n'était pas sec, donc il a vite travaillé, donc la pluie rentrait, et puis c'est des couverts de papier gaudronné qui se déchirent. Dans chaque îlot, il y a, dans un coin, une plateforme, tout en bois, 1,80 m à peu près, avec des trous, c'est-à-dire un WC à la turque. Ouais. Et pour un peu de pudeur, parce qu'on les traitait comme des animaux, hein, pour un peu de pudeur quand même, on avait mis des planches tout autour de la plateforme, 1 mètre de haut à peu près, et puis jointives comme ça, des planches. Mais le camp devait durer un hiver, il a duré 5 hivers. Donc le problème des internés, c'était trouver du bois. Ces planches qui entouraient la plateforme, elles sont passées dans le poêle. Alors, hiver après hiver. Donc on faisait ses besoins, les jeunes comme les vieux, devant tout le monde. Je l'ai déjà dit, on les traitait comme des animaux. Les baraques, il y avait les baraques de femmes et les baraques d'hommes. Les femmes avec les filles de tout âge et les garçons de plus de 12 ans. Non, les garçons de moins de 12 ans. Et les papas avec les garçons de plus de 12 ans. Mais le couple ne se voyait pas. On passait des longues périodes, des mois et des mois, dans une vie très difficile, d'angoisse et tout, et le couple n'était même pas réuni. Il était séparé. Bon, bref. Et donc, José de Sola, il me dit, on voit arriver ici un couple, un homme et une femme, en général avec des femmes. Lui, il est avec sa mère et son petit frère. Des bourgeois, bien habillés, juifs allemands. Il passe à la porte, la femme, immédiatement, elle s'est mise dans le coin là, s'est recroquevillée. Elle n'a voulu ni boire ni manger. 3 jours après, elle était morte. Elle s'est laissée mourir. Elle a vu ça, je préfère mourir. Et de toute façon, elle aurait fini à Auschwitz. Elle est morte plus vite. Donc à l'époque ici, ce n'était que des baraquements. Il faut avouer que c'est très dur de se promener ici en sachant la souffrance qu'il y a eu. Nous sommes ici donc sur le mémorial national français. Il y en a 3. Un au Veldiv, un à Isieux et un à Gurs. C'est un monument qui commémore la rafle du 16 juillet 1942 où la police française a livré tous les juifs de la région parisienne aux Allemands qui immédiatement les ont envoyés à Auschwitz. Alors il n'y a jamais eu de train à Gurs. Cette voie ferrée symbolise la déportation. Cette valise est dédiée aussi à Paul Niedermann qui nous a expliqué que pour eux ça s'est passé comme ça. En pleine nuit, la porte de leur maison est défoncée à coups de crosse, les SS rentrent avec les chiens à coups de fouet. Vous avez 20 minutes, ça Paul il nous l'a répété plusieurs fois, vous avez 20 minutes pour laisser la maison et rentrer dans le camion qui vous attend. Voilà une famille qui est réveillée, les grands-parents, les petits, les enfants, les bébés, tout le monde, 20 minutes. Chacun, vous prenez 100 marques par personne, tout le reste vous le laissez. Faites une valise et vous êtes dans 20 minutes dans le camion. Toute la famille a disparu à Auschwitz. Les 2 seuls survivants, c'est Paul et son petit frère, mais c'est toute l'histoire. Alors je tiens à m'arrêter là pour montrer quand même cette déportation tellement brutale. Bon, voilà le cimetière, vous voyez, c'est un endroit qui est correct, il est bien fait. Ce sont les Allemands qui ont fait tout ça.
À l'été 1936, la petite ville de Jaca avait 5500 habitants. C'est une ville de garnison. La garnison s'empare tout de suite de la ville, fusille immédiatement 420 personnes. Sur une petite ville de 5500 habitants, on en fusille 420. Conseil municipal, professeurs, instituteurs, syndicalistes, les hommes, les femmes, même une jeune fille qui portait lors de la fête nationale du 14 avril le drapeau national, fusillée. Oh, bref. Et il n'y a pas très longtemps, il y a 12 ou 15 ans au maximum, il s'est constitué un centre républicain et il m'appelle, est-ce que vous voudrez venir inaugurer? Oui, je viens. Bon, et j'avais une salle pleine de gens et je leur parle du camp de Gurs. Ils n'en avaient jamais entendu parler. Sauf 4 ou 5 qui arrivent, ils sortent la photo de mon grand-père, de mon père, de mon oncle au camp de Gurs, mais en cachette. Bon, bref. Au monument, au cimetière, ils ont fait un monument métallique au sol, comme une tache de sang, le nom des 420 personnes. Et à côté de moi, j'entendais, ça c'est mon père, ça c'est ma mère, ça c'est ma grand-mère, ma tante, mon oncle, mon frère, etc. Et de là part un vol de papillons métalliques, sur 6 mètres de long, 4 mètres de haut peut-être, des grands papillons, des moyens papillons et un petit papillon en haut. Je m'adresse au jeune artiste et je le félicite. Et je lui dis, c'est très bien, mais tu as choisi les papillons, pourquoi? Il me dit, voilà, le papillon symbolise la beauté. Le papillon symbolise la liberté. Le papillon symbolise la fragilité. C'est exactement la définition de la démocratie. Beauté, liberté, fragilité. Alors, quand on termine une visite au camp de Gurs, il faut être conscient que la démocratie est fragile et qu'il faut se battre, qu'il faut la conforter. Parce que si le camp de Gurs a été possible, au départ c'était un enfermement administratif et c'est devenu une porte d'entrée vers la mort. Tout ça parce que les principes démocratiques, dans les années 30, ils étaient quand même très affaiblis. Et maintenant, en 2020 et quelques, la démocratie ne va pas très bien non plus, ni en Espagne, ni en France, ni en Amérique, ni ailleurs. Donc, je dis aux jeunes, ma génération, elle a fait ce qu'elle a pu, maintenant, c'est à vous de veiller à la démocratie. Sinon, on arrive à des camps de Gurs. Et je termine ma visite là.